Avant de continuer sur cette question, il faut signaler que le nouveau code a tenté de résoudre des problèmes de texte qui existaient avant le dit code concernant le divorce, à savoir la concentration de cette prérogative entre les mains de l'époux. Le code a instauré des règles de procédure pour la dissolution du mariage. Ces règles se manifestent d'abord dans un tribunal spécialisé. 1. 2. La convocation de l'épouse 2 fois. La femme reçoit personnellement la convocation. Troisièmement, la tentative de conciliation 2 fois. Et 30 jours au plus séparent les deux séances. Alors, on assiste à un débat dans la chambre de conseil. 2 arbitres parmi les membres des familles des deux conjoints. Et un PV, ce qui sera établi à cet effet par le juge en cas de réussite. En plus de ces règles de procédure instaurées par le nouveau code, il y a des obstacles pécuniaires qui y ont vu le jour. Le code de la famille oblige le mari à présenter certaines informations, métier des deux épouses, nombre d'enfants et leur âge, leur état de santé, leur état de scolarité, les preuves des moyens financiers de l'époux ainsi que ses obligations financières. Le code de la famille assure les droits pécuniaires de la femme et des enfants. Par exemple, pour la femme, le reliquat du SADAC, le cas échéant, la pension de la retraite de viduité et le don de consolation. Pour l'enfant, la pension alimentaire, les frais médicaux, les habits, tout ce qui est considéré essentiel et tout ce qui touche la scolarité des enfants. En plus, le nouveau code a rendu l'exécution de ces droits une chose indispensable. Par exemple, la pension alimentaire peut être prélevée à la source si l'époux est un salarié ou bien si c'est un retraité. Et la pension reste maintenue jusqu'à un nouveau jugement, la modifiant ou l'annulant. Alors, le divorce sous contrôle judiciaire, il peut être initié soit par le mari, soit par la femme, soit qu'il soit un divorce par consentement mutuel, ou bien un divorce par relève. Alors, par la femme, d'un point de vue règle, l'article 89 stipule que l'épouse qui a posé des conditions pour le droit d'option au divorce dans l'acte de mariage ou dans un autre acte, il a droit d'en user toutes les fois que le tribunal remarque que les conditions exigées par les deux époux sont remplies et après une tentative de conciliation, l'épouse bénéficie à ce droit d'option au divorce sans tenir compte de l'accord du mari. D'un point de vue de la procédure, il y a même procédure que l'époux. Le divorce passe consentement. Alors pour le mari, par le mari, euh, on a vu les obstacles pécuniaires qui étaient mis en place et les règles de procédure. Les règles de procédure, c'est-à-dire, lui ici, il peut pour, présenter sa demande
Alors, les règles de procédure, comme on l'a signalé, c'est-à-dire la convocation de l'épouse, comme on l'a cité déjà, on la convoque une fois, deux fois, et la convocation doit être reçue personnellement. Dans la deuxième fois, le tribunal l'a mis en demeure par l'intermédiaire du ministère public. Le mari sera puni si il est établi qu'il a usé de manière frauduleuse en produisant sciemment de faux renseignements. Euh, Par exemple, une adresse erronée, prétendre que l'adresse où se trouve l'épouse est inconnue. Donc, toutes ces règles garantissent la recevabilité de la convocation par l'épouse. Et alors ça, du point de vue procédure, première partie, et la tentative de conciliation. Deux arbitres, deux tentatives, et le procès verbal. Maintenant, on va voir le divorce par consentement mutuel. L'innovation de ce code de famille, c'est que il y a une possibilité de mettre fin à l'union conjugale sans différend, sans querelle, soit sans condition, soit avec condition, lorsque celles-ci ne sont pas incompatibles avec les dispositions du code de la famille et ne portent pas préjudice aux intérêts des enfants. En cas d'accord, la demande présentée au tribunal par les conjoints ou l'un d'entre eux, assorti d'un document écrit établissant le dit accord, aux fins d'obtenir l'autorisation de l'instrumenter. Le tribunal tente de réconcilier les époux autant que possible. En cas d'impossibilité et que les conditions du divorce ne portent pas atteinte aux intérêts de l'enfant, il autorise de prendre acte de divorce et de l'instrumenter. Le divorce par relais. Définition. La nouveauté du code de famille par rapport au code du statut personnel, c'est défendre les droits de l'épouse qui subit ce divorce et stopper les demandes du mari de contrepartie excessives et abusives. La demande de relais intervient généralement lorsque le mari refuse le divorce et dans les cas où la femme n'a pas posé comme condition à le droit d'option au divorce. Et il ne peut pas demander le divorce judiciaire car il ne dispose pas de l'une des conditions énoncées par le Code de la famille. Le divorce par relais est un divorce par consentement en contrepartie de l'acquittement par l'épouse au profit de l'époux d'un certain montant ou de ce qui peut en tenir lien conformément à l'article 118. Les conditions: l'épouse doit être majeure. S'il est mineur, il y a divorce d'office et le mari n'a pas droit à la compensation sauf si euh, son tuteur légal y consent. Les règles relatives au divorce par relais, l'intervention du juge en cas de conflit sur le montant de la compensation. Le cas de refus du mari, le juge peut recourir à la procédure de discorde. Tout ce qui peut faire légalement l'objet d'une obligation peut constituer une compensation sous réserve de l'abus et de l'exagération des sommes versées en contrepartie de divorce. La femme ne peut pas s'obliger avec n'importe quelle compensation, parce qu'il y a ici droit des enfants ou leur pension alimentaire. C'est ça, c'est un exemple. Il ne peut pas, les droits de l'enfant et la pension alimentaire ne peuvent pas faire l'objet de compensation, surtout la pension lorsque la femme est jugée insolvable. Et il ne peut aussi renoncer à la garde des enfants. Alors, c'est tout ce qui est ce qui est lien avec le divorce sous contrôle judiciaire. On parle au divorce judiciaire, c'est-à-dire tatliq. C'est la dissolution du pacte conjugal par décision de justice, soit à la demande de l'époux, soit à la demande de l'épouse, ou à la demande des deux époux. Alors, le divorce judiciaire à la demande de l'un des époux pour discorde, qui s'appelle shiqaq.
A. Il y a deux cas. À titre principal, cette procédure concerne les époux qui ne veulent pas divorcer, mais plutôt résoudre le litige qu'il y a avec l'autre conjoint. Alors là, on recourt à la même procédure, essai de réconciliation des deux parties par le juge ou par deux arbitres. S'il n'y parvient pas, si le juge n'a pas pu réussir la réconciliation. Alors, si les deux maris sont réconciliés, alors on établit un rapport dans lequel on rédige les causes des différends et les solutions. Ce rapport est établi en 3 copies signées par les arbitres et les époux. Les époux reçoivent chacun une copie. La troisième est mise dans le dossier après avoir pris acte de réconciliation. En cas d'échec de conciliation, le rapport transmis par les deux arbitres au tribunal qui dresse un PV et prononce le divorce pour cause de discorde. Alors ça, c'est à titre principal. À titre subséquent, c'est le cas où la procédure du divorce pour discorde est accordée à la femme. Alors, il y a plusieurs cas, ici 4 cas. Quand la femme refuse la polygamie, article 45. Quand l'épouse ne parvient pas à prouver le préjudice, article 100, mais persiste à demander le divorce judiciaire. 3. Quand l'épouse persiste à demander le divorce relais et que l'époux n'y consent pas. Et quatrièmement, au cas où l'épouse refuse, après la tentative de réconciliation, de rejoindre le domicile conjugal, article 94 et 124. Le tribunal agit avec toute la procédure de convocation des deux époux, tentative de réconciliation, déterminer les droits de l'enfant et de la femme. Les règles du divorce pour discorde. Ce type peut faire abstraction. Alors, il y a divorce judiciaire pour autre cause. L'épouse peut demander le divorce judiciaire pour l'une des causes suivantes. 1. Le manquement de l'époux à l'une des conditions stipulées dans l'acte de mariage. 2 et 3 et 4, ils sont tous liés à la femme. Le préjudice subi, le défaut d'entretien, l'absence du conjoint. 5. Le vice rédhibitoire chez le conjoint. Et 6. Le serment de continence et le délaissement. Le serment de continence, il est des causes qui concernent les 12 époux. La seule cause de divorce qui concerne les 12 époux est le vice rédhibitoire. Sont les vices empêchant les rapports conjugaux et les maladies mettant en danger la vie de l'autre époux ou sa santé et dont on ne peut espérer la guérison dans le délai d'une année. Alors ces deux causes, alors le vice rédhibitoire et la maladie grave. Alors dans ces deux cas, les conditions d'acceptation au divorce, il y a la non-connaissance de la maladie ou du vice lors de la conclusion du mariage. Il y a le demandeur ne doit pas avoir accepté le vice sans peine de non-recevabilité de la demande. Alors, pour ces deux cas qui, qui subordonnent le divorce, on peut traiter la question de la dot. Alors, la dot dans ces deux cas, pas de versement de sadak avant consommation. En cas de vice rédhibitoire, après consommation du mariage, je reprends. En cas de vice rédhibitoire, pas de versement de sadak avant consommation. Après consommation du mariage, l'époux peut réclamer la restitution du montant du sadak à celui qui l'a induit en erreur ou qui lui a caché sciemment le vice rédhibitoire. En cas de connaissance, 115% du sadak avant consommation est mérité à la femme. Et on arrive à la dernière partie, les effets de dissolution du mariage.
Alors, le premier effet, c'est la période de viduité, l'idda. Qui commence la date, dès la date du divorce, ou de la résiliation du mariage, ou du décès de l'époux. Ça, c'est l'article 129. La période de viduité pour la veuve, c'est 4 mois et 10 jours francs. Pour la femme enceinte jusqu'à la délivrance ou l'interruption de la grossesse. La durée maximum de la grossesse d'une année de la date de divorce ou de décès. La femme enceinte, il y a 3 périodes intermenstruelles complètes par cette sujette au flux menstruel, ou bien 3 mois pour celle qui n'a jamais été sujette au flux menstruel ou celle qui a atteint la ménopause, et 3 mois après une atteinte de 9 mois pour celle dont les menstrues sont tardives ou qui ne peut distinguer le flux menstruel d'un autre écoulement sanguin. Un autre deuxième effet, c'est l'interférence des différentes périodes de viduité, c'est l'article 137. La femme divorcée à titre révocable et dont l'époux décède au cours de la période de viduité pour cause de divorce passe de celle-ci à la période de viduité pour cause de décès.